choses. J'ai fait 3 mémoires sur les Vikings au cours de mes études d'anglais, d'études d'histoire médiévale. Je me suis beaucoup intéressée aux Vikings, notamment à la christianisation, à la conversion de ces espèces de barbares païens et au sort des reliques, parce qu'ils arrivent tout feu tout flamme, mais qu'est-ce que devenaient les reliques? Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus au cours de mes études. Donc voilà. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Si je vous dis viking, là, qu'est-ce qui pop? À quoi vous pensez tout de suite? Casque à cornes. Casque à cornes, ouais. C'est pas ouf. Drakkar, ouais. Le Groenland, non. Si, Groenland, Greenland. Ouais, Scandinavie. Un truc un peu plus viril. Du poil. Non, des muscles, des pectoraux. Bon, un peu quand même. Au niveau de la pop culture aussi, quoi vous pouvez penser pour les Vikings? Non, c'est crédible, non. Ouais, non, c'est pas ouf non plus. Astérix et les Vikings. Oui. Wow. On va retrouver la série Viking. On a Last Kingdom, dans tout ce qui va être touché au niveau des séries. Astérix et les Vikings. Voilà, jeux vidéo, Skyrim. Bon, ça c'est les beaux, ça c'est du Thor, Odin, du muscle, tout ça. La musique, Skald, Wardruna, bref, le Viking. Aujourd'hui, on en retrouve un peu partout, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la pop culture, dans les films. On en retrouvait même avec Wagner au 19e siècle, c'est pour vous dire. Non, je sais pas, 19e. Bref, Wagner, on s'en fout. Merci. Je fais pas d'opéra. Et c'est grâce à Wagner qu'on a le casque à cornes d'ailleurs. Et oui, dans son nouvel opéra, L'Anneau du Nibelungen, il nous a mis des beaux casques à cornes sur les Vikings. Mais dans la vraie vie, ils n'avaient pas de casque à cornes, les Vikings. Eh ben non. En fait, ça a été inspiré des casques de Vixo qu'on a retrouvés à l'âge de bronze. On peut encore les admirer au musée de Copenhague. Mais ils n'avaient pas de casque à cornes. Ça, c'est un petit mythe. Mensonge, hérésie, tout ce qu'on veut. Exactement. Au bûcher. Donc, c'est assez intéressant, c'est que la puissance du mot viking, eh ben, en fait, ça permet d'évoquer énormément de choses. Pas mal avec la pop culture, pas mal avec notre imaginaire. Mais est-ce que vous savez qui étaient véritablement les Vikings? Arriverez-vous à démêler le vrai de la fiction? Car au niveau fiction, on est plutôt servi. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on lit dans les livres. Sauf dans le mien. Non, blague à part. Non, blague à part. J'ai pris quelques petites libertés, mais on en reparlera plus tard. Donc, de fait, ce que je vous propose de manière générale, c'est que ce soir, on parle ensemble des Vikings. On n'est pas à la fac, donc je ne vais pas vous faire un cours en grand A, grand B, petit B. On n'est pas du tout à la fac. Je vois un prof qui se marre derrière. Bonjour, prof. Voilà, donc on va voir qui étaient les Vikings et qu'est-ce qu'ils ont fait en France. Alors, on a une belle phrase en latin, une belle image que j'ai chopée sur Google. A furore normanorum liberanos. Je parle pas latin, je suis désolée pour vous. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne connaît pas la véritable origine de cette oraison jaculatoire. Oraison jaculatoire entre guillemets, parce que c'est Régis Boyer qui parle de cette phrase. Mais on peut supposer, même dire qu'elle a été complètement magnifiée par le romantisme au XIXe siècle. Et oui, mes romantiques au XIXe siècle, ils ont écrit beaucoup, c'était le renouveau de l'âge d'or viking. On peut encore voir des tableaux avec Thor, avec son magnifique casque, avec des petites ailes, très très historique, c'est magnifique. Mais il y avait du muscle alors bon. Donc, mis à part cette prière à furore normanorum liberanos, on peut supposer qu'en fait de nombreuses implorations qui réclamaient la protection du Seigneur Tout-Puissant ont été prononcées entre les années 790 et 880 dans toute l'Europe occidentale. Et bah oui, les raids vikings en fait, ils ont fait trembler plus d'une région dans tout l'Occident médiéval. Voilà. On peut penser à l'attaque du monastère de Lindisfarne, qui se trouve là où j'ai mis ma petite flèche jaune, tout là-haut, qui se en Northumbrie. Et c'est le premier pillage à avoir été attesté et qui se trouve mentionné dans la chronique anglo-saxonne à l'année 793. Je ne vous cite pas l'anglo-saxon, je ne lis pas l'anglo-saxon, donc je vous épargne mon accent abominable. Voilà. Et en fait, ce raid contre l'abbaye, il abritait la chasse de Saint Cuthbert, le bonhomme tout jaune et très moche là-haut. C'était le patron de la Northumbrie, parce qu'en Angleterre, on avait 8 royaumes, et donc la Northumbrie était... 7 royaumes, pardon, l'heptarchie. Et donc la Northumbrie était le royaume... C'est pas comme en classe, mon tableau il est plus grand. Oui, non, mais j'ai pas pu investir. Le royaume un peu tout là-haut. Et donc, en fait, ce raid, il a véritablement marqué les esprits parce qu'il a un caractère complètement inédit et très soudain. Immédiatement,
dans le texte, les Vikings ont été identifiés comme des païens. L'auteur qui écrit à ce moment-là, il ne se réfère à eux que par ce terme. Ils ne savaient pas qui c'étaient les Vikings. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc on parle vraiment de païens. Des assaillants, on ne sait rien, mis à part le fait qu'ils ont pillé le monastère et probablement zigouillé des moines. Ok. Mais comme, ce qui est assez intéressant, c'est comme ils ont osé s'attaquer à la maison de Dieu, ils deviennent, aux yeux des chrétiens, des païens. Et oui, c'est sine qua non. De plus, ce raid contre Lindisfarne marque la date initiale de l'ère viking, du moins pour les historiens. Donc les moines northumbriens n'étaient pas au bout de leur peine, car en 875, presque un siècle après, la chasse du saint, donc toujours lui, là, le bonhomme là-haut, il doit être déplacé et quitter le monastère. Donc, car un évêque, je vous ai parlé de son nom qui a accouché dehors, ne l'a jugé plus en sécurité du fait d'attaques répétées des pirates scandinaves. Et donc la période viking, comme je disais pour les historiens, elle commence avec Lindisfarne et elle se serait terminée en 1066 avec la bataille de Stamford Bridge qui serait également déroulée en Northumbrie. Pardon ? Ouais. Ah oui, petite précision, mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez... Je suis une bonne prof, j'accepte les questions. La Northumbrie, c'est en face du Danemark, donc c'est normal que ça arrive pas. Oui, un peu. C'est la première pique qui tombe. Donc en effet, pendant presque 300 ans, les Vikings ils vont avoir rayonné dans toute l'Europe, et ils l'ont pillé, et ils sont pas pétins. De nombreuses villes furent attaquées, de nombreux établissements monastiques furent saccagés, leurs reliques détruites et ou volées. Ouais, je suis passée à la fin de la conférence, moi. Ah ouais, t'es comme ça. On n'a pas de temps à perdre. C'est pas mal aussi de voir. Qui étaient ces barbares, ces païens qui ont osé ravager les monastères et villes d'Europe ? Tout d'abord, il faut nous interroger sur la signification du mot viking. Et ouais. Et là, j'ai besoin de mon PowerPoint. Ouais. Et là. Non. Là. Oui. Ah oui, du coup. Mais il n'y a pas de mot. Bah oui, c'est normal, ça va arriver. Ah oui, là, je vous avais fait une petite carte avec les raids vikings. On en parlera un petit peu après. Ah, ils sont allés un peu partout. Hein. Alors, quelle est la signification du mot viking ? Alors, il faut savoir que le mot est relié à Viken, normalement. Ouais, ça apparaît. C'est à Viken, qui se trouvait être un ancien district au sud de la Norvège. Bon, ok. De manière générale, on va mettre en relation ce nom au vieux norrois vik, qui signifie la baie. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, je vous ai spoilé. Désolée. Une autre théorie concerne le terme viking. Il serait dérivé du mot latin vicus, que vous voyez derrière, et qui veut dire quartier d'une ville, que nous pouvons interpréter maintenant en centre de négoce ou de commerce. À ces trois sens, on peut encore ajouter deux autres mots en norrois. Viking, qui ferait référence à un individu loin de sa terre natale, engagé de façon probablement militaire dans un groupe, car viking renvoie à une activité de groupe prenant place au lointain, désignant très vraisemblablement les raids ou le commerce. On a un historien du Nord, dont j'ai oublié sa nationalité, qui s'appelle Gunnar Andersson, qui écrit que le terme viking était même connu des populations du Nord, et on peut même le retrouver sur des pierres runiques et d'autres sources scandinaves. Je cite, et vous me pardonnerez pour les écorchages que je vais faire sur les noms scandinaves, mais nous avons Gunnlaug, fils de Holmger, et sœur de quelqu'un et de Gautre, qui fit construire ce pont et ériger cette pierre à la mémoire d'Assur, son époux, fils du Jarl Hakon. Il assurait avec Geitir une protection contre les Vikings. Que Dieu veille sur son esprit et sur son âme. Et donc là, c'est intéressant parce que même les Scandinaves employaient le mot viking. Oui. Le norrois, c'était la langue de Scandinave. Oui, c'est ça. Et dans la même, juste en fin. Ouais, c'était la langue qui parlait en Scandinavie en fait. Oui. Scandinavie, ça inclut quel pays aujourd'hui ? Alors, Scandinavie, ça va être tout ce qui va toucher au Danemark, Suède et Norvège. Et Islande un peu plus tard. Et pas la Finlande ? Non, pas la Finlande. La Finlande, c'est complètement autre chose. Ouais, à part. Ils sont à part. Même quand... mais même quand on regarde encore aujourd'hui, le finlandais, il n'a aucune racine avec ces trois langues-là. Plutôt, il se rapproche plus du hongrois. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Voilà. Pour être sûr. Non, il n'y a aucun problème. En balte, effectivement, il n'y a pas de langue germanique. C'est ça.
Ouais, Jules. Oui, j'avais une question. C'est eux qui se désignent du coup comme vikings ou c'est... Maintenant, en fait, comme on a retrouvé quelques pierres runiques avec des destinations vikings, on peut supposer qu'ils se désignaient comme vikings. Voilà, et du coup, en fait, de plus, ce mot viking, il pouvait décrire une situation ou une activité, comme j'ai dit, le pillage ou le commerce. Donc les hommes pouvaient être engagés i-viking, c'est-à-dire dans la piraterie. Et oui. Dans la piraterie. Et ce sont bien des actes de piraterie qui ont meurtri les nations européennes tout au long du 9e et du 10e siècle. Si certains groupes danois ou norvégiens ont cherché à coloniser et à s'installer sur de nouvelles terres, et là on peut songer aux Danelaw anglais. Donc pour faire simple, les Vikings ils ont récupéré toute une partie de l'Angleterre et ils l'ont appelé Danelaw. Avec York, la ville de York maintenant ça me dit quelque chose, qui s'intitulait Jorvik à l'époque. Je fais simple, parce qu'on n'est pas à la fac. Bref, ils ont chopé une partie de l'Angleterre, ils en ont fait leur terre, et ça n'a pas trop plu aux Anglais. Non, pas trop. Donc, au Danelaw anglais, ou plus tardivement à l'Islande. Pareil, les Norvégiens, ils sont allés poser leurs petites fesses en Islande, et ça leur a beaucoup plu. Mais donc, de fait, d'autres Scandinaves n'ont effectué que des raids ponctuels, cherchant uniquement à s'enrichir. Alors, en effet, pour un historien français qui s'appelle Lucien Musset, cette hypothèse de l'enrichissement peut être confirmée par les pierres runiques scandinaves. Toujours, il n'y avait pas de journal intime, il n'y avait pas Facebook à l'époque, donc ils écrivaient pas mal sur leurs pierres runiques. Et donc ces dernières vont témoigner d'un nouveau type de quête, la recherche d'or. Alors, là je vous ai mis derrière 2 pierres runiques, et en fait, toujours pour Lucien Musset, ces pierres runiques sont suédoises, et c'est celle de Grimsholm, je sais toujours pas prononcer, mais c'est pas très grave, qui se trouve juste là, et celle d'Ulunda, qui atteste bien la quête de richesse chez les hommes normands. Qu'est-ce que je vous ai mis sur ces pierres? Oui, alors non, je vais pas lire de l'ancien norrois, mais en la traduction, par exemple, pour la pierre d'Ulunda, c'est « Tola a érigé cette pierre en mémoire de son fils, Harald, frère d'Ingvar. Ils allèrent vaillamment loin chercher de l'or dans l'Est. » Bref, et mourir dans le Sud. Bon, ok. Ce qui est assez intéressant, c'est vraiment « ils allèrent chercher de l'or dans l'Est ». Donc c'est vrai, on peut voir que la recherche d'or est encore attestée chez mes petits vikings. Oui. C'est des serpents qu'on voit sur les... Ouais, tout à fait. Il y a une signification qui... Alors le serpent, c'était un animal assez important dans la mythologie, notamment avec le serpent Njörmungandr qui faisait tout le tour de la Terre. On peut peut-être imaginer qu'il fait le tour des pierres. En tout cas, dans la mythologie, c'est pas un personnage, mais c'est un animal assez important. Okay. Et donc, on peut voir du coup, pas très bien parce que c'est pixelisé, mais les runes sont écrites à l'intérieur des serpents. Oui, c'est ça, ouais. Ils perdaient pas de place. Mais donc là, on parle souvent des Vikings en tant que pillards, mais avant des pillards, ils s'étaient déjà fait une très forte réputation de marchands en naviguant d'est en ouest pour s'enrichir en vendant des marchandises. Hop. Et s'ils ont réussi à s'infiltrer partout en montant les cours d'eau, c'est grâce à leur célèbre bateau, le Langskip. Le Langskip, c'est le symbole par excellence de l'ère viking, puisqu'il a permis aux hommes du Nord de réaliser leurs incursions dans les nombreux royaumes en utilisant le dense réseau fluvial européen. Et oui, comme on demandait mes élèves tout à l'heure, mais madame, pourquoi les villes sont toujours à côté des villes? Attendez, à côté de fleuves, pardon. Pourquoi les villes sont toujours à côté des fleuves? Et j'ai dit, c'était quand même utile. Mais du coup, c'était utile pour les villageois, mais pour les vikings, alors là, c'était tip top. Ils sont arrivés avec leur bateau, pouf, 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 et ils ont tout saccagé. Est-ce que c'est vrai que le mot scandinave pour eau, c'est la même chose pour les fleuves et pour les mers? Genre, ils n'ont pas de distinction entre les fleuves et les mers? Alors, je ne pourrais pas te dire, parce que je ne parle pas scandinave. Mais encore aujourd'hui, on a hérité pas mal de mots scandinaves pour la navigation. On a pas mal de dérivés. Je n'ai plus les... Bâbord et tribord. Ouais, par exemple, merci. Donc on a encore retrouvé pas mal de noms scandinaves qui ont été dérivés dans la langue française, pour tout ce qui va toucher à la navigation. Et du coup, les embarcations peuvent être à la fois maniées par des rames, oui c'est ça, ou propulsées par leur voile. Ce qui pouvait transformer ces bateaux en armes redoutables à partir du moment où le comportement des navigateurs devenait agressif. Et oui. Alors,
La chronique anglo-saxonne, lorsqu'elle va évoquer ces embarcations, elle utilise les mots, je cite, « féroce dragon ». Je vous le dis en français, en anglo-saxon est toujours aussi mauvais. Car les figures parfois terrifiantes qui ornaient leurs proues leur conféraient un aspect surnaturel qui contribuait à effrayer leurs victimes. Tout cela fait que les pirates apparaissaient comme un fléau fantastique qui sévit alors dans la Northumbrie. Ce fléau, il s'est ensuite étendu à une grande partie de l'Europe occidentale, et nous pouvons retrouver dans de nombreux textes et annales des mentions des Vikings et de leurs attaques. Puisque les auteurs médiévaux n'évaluent pas le phénomène avec nos yeux, il nous est donc difficile de connaître avec précision le nombre de pillards lors de ces raids. Ainsi, en 897, on a un auteur, Abon de Saint-Germain-des-Prés, déjà avec un nom comme ça ne s'invente pas, il va écrire sous forme de vers et il va parler du siège de Paris. Et il dit, je cite, « Il y avait une flotte de 700 navires très élevés et une multitude innombrable de plus petits, de ceux que l'on nomme couramment des barques. » Bon, ok. Mais il ne faut pas oublier que la cité a été assiégée par les Vikings entre 885 et 887. Pour Régis Boyer, mon historien français, ce témoignage il va illustrer la fièvre littéraire des auteurs, qui ont tendance à exagérer la réalité, car il semble absolument inconcevable qu'un tel nombre d'embarcations ait pu être concentré sur un même lieu à une même époque. On a un historien anglais, N.P. Brooks, qui va écrire qu'il serait impossible pour les Vikings de rassembler plus de 100 ou 200 bateaux. Bon. Des flottes plus nombreuses n'étaient en réalité que très rares. Une autre historienne anglaise, Carol Gilmore, ajoute que, d'après les trouvailles archéologiques, les bateaux de guerre n'avaient une capacité que de 26 à 30 bonhommes. Bon. Donc, lorsqu'Abon évoque la présence de 40 000 Vikings, même si on avait 700 landskeep, même si 700 landskeep avaient véritablement attaqué Paris, il n'aurait pu y avoir que 18 000 à 21 000 guerriers à bord. Donc, certes, Abon ajoute qu'il n'a pas pris en compte les petites embarcations, mais cela ne suffit pas à justifier les 40 000 pillards de l'auteur. Toujours d'après N.P. Brooks, mon historien anglais, les flottes des Vikings qui restaient sur les terres européennes pour plusieurs années étaient comprises entre 50 et 250 bateaux, soit au maximum 1500 à 750 000 hommes. Vous avez vu, j'ai mis un peu des chiffres, j'ai fait des maths et tout. De plus, n'oublions pas qu'il n'existe que très peu de sources narratives nord-ouest contemporaines de notre période. C'est donc sur les écrits des victimes des Vikings, comme le dit Jean Renaud, un autre historien français, qu'il faut nous appuyer. Et c'est assez intéressant, bah oui. Donc, les victimes, elles vont toujours amplifier le phénomène, comme on a pu voir avec Abon. Alors, donc comme l'a montré le texte d'Abon, les pillards, dans les textes, ne sont pas nommés comme vikings, mais comme des Normands, c'est-à-dire traditionnellement les hommes du Nord, comme Danois, ou encore tout simplement comme païens. Pareil, je vous épargne le latin. Mais alors, si on regarde le grand dictionnaire Larousse de la langue française, païen, ça signifie adepte de culte polythéiste, donc par extension, ça se dit de ceux qui n'ont pas encore été évangélisés, ou alors qui n'ont aucune croyance, et dont l'attitude morale et intellectuelle s'oppose au christianisme. Bonjour Jésus. Si on retourne sur ma chronique anglo-saxonne dont j'ai parlé tout à l'heure, l'auteur de la notice de 793, il va évoquer immédiatement les païens, parce qu'ils ont détruit l'église de Lindisfarne. Donc un abbé de l'époque, Loup de Ferrières, dans sa lettre numéro 19, donc c'est un mec dans sa vie, il écrivait plein de lettres en latin. En gros, c'était sa passion, c'est d'écrire des lettres en latin. On les a récupérées, elles sont pas mal intéressantes. Et donc Loup de Ferrières, dans sa lettre, il va évoquer les Pagani Crudelissimi Piratae. Ainsi, donc par leurs activités et la destruction des lieux sacrés chrétiens, les Vikings sont automatiquement qualifiés de païens. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est justement, ça va être des marteaux de Thor, donc les amulettes protectrices qu'on va retrouver dans les tombes. Okay. Voilà. Thor, on imagine tous très très musclé, très très blond, mais en vrai, il était roux avec les yeux rouges. Mais moins vendable pour Marvel. C'est un peu moins vendable. Ça fonctionne mieux, on connaît. Ouais. Mais il était quand même très musclé, très viril. C'est ce qu'ils disent ça avec le roux avec les yeux rouges. Ouais, c'est ce que j'ai vu passer. Voilà. Donc en fait, tous les auteurs de la période ils vont tenir les mêmes propos, témoignant de la terrible situation qui s'abattit alors sur les royaumes chrétiens d'Occident. En effet, les pirates, lorsqu'ils pillaient, ils pillaient pas au hasard, ils n'étaient pas bêtes. Un autre historien français, Laurent Théis, écrit que les barbares sont à la recherche de métaux précieux. Pour les auteurs du Moyen-Âge, pétris de culture gréco-romaine, le terme barbare est en lui-même dépréciatif, en dépit de la richesse pourtant réelle de la civilisation scandinave. En témoignent son art et sa littérature, alors encore orale,
mais qui sera mise par écrit que quelques siècles plus tard. On a tous entendu parler ou vu des sagas, saga d'Éric le Rouge, saga de Niall le Brûlé, etc. Tout ça a été mis par écrit plus tard, mais ça témoigne véritablement de la culture, de la grande culture de mes petits hommes du Nord. Mais ça, les moines, ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas forcément envie de le savoir. Et donc, si dans certains cas, les pirates ils se sont fait payer un tribut afin de quitter le territoire, ce n'est pas le cas de toutes les bandes vikings, notamment celles qui ont ravagé les terres franques entre l'année 820 et l'année 900. Pareil, hein, j'ai écumé Google Images pour vous trouver des belles images. Et donc, les vikings, ils attaquaient alors les établissements monastiques qui concentraient en leurs murs de grandes richesses. Outre le fait qu'on pouvait trouver la présence tels les corps des saints, de nombreux trésors étaient à même de satisfaire la cupidité des barbares. Leurs églises et monastères étaient des lieux sans défense véritable et de ce fait extrêmement faciles à piller. Ils sont pas bêtes, hein. Un historien anglais, Patrick Geary, explique que les ecclésiastiques ne pouvaient, en principe, se protéger que de façon surnaturelle, c'est-à-dire par la prière. Ils permettaient de maudire ceux qui osaient violer leurs droits. Tu es maudit. Comment vous dire que mes vikings, on n'avait absolument rien à carrer. Donc, de fait, d'après le droit canonique, les ecclésiastiques, contrairement aux laïcs, ne pouvaient prendre les armes et tuer, même pour se défendre. Pourtant, on a un historien belge, Albert, qui rappelle que dans les circonstances des invasions vikings, plusieurs abbés et évêques bafouèrent cet ordre, se défendirent contre l'ennemi païen qui était, je cite, un adversaire de Dieu. Toujours Jésus. L'historien belge précise, pour les abbés et évêques, par la suite, ont dû faire pénitence en se retirant du monde. Et ben ouais, ils ont dit oui, les hommes du Nord, shame, ils ont fait pénitence. Afin d'illustrer ces figures religieuses armées, Dins évoque Francon et Hardgar, tous deux évêques de Liège, dont la valeur au combat a été chantée par Scotus. On a des évêques, ils sont battus contre les vikings, et plus tard, on a un poète, Cedilius Scotus. Donc déjà, il a un nom à coucher dehors. Il a écrit leur prouesse de forme de... Je vous épargne le latin, c'est pas foufou. On peut encore penser à Loup de Ferrières. Donc mon abbé, je vous rappelle, celui dont sa passion, c'est d'écrire des lettres en latin à tous ses potes évêques. Et lui, il écrit à l'abbé de Corbie, un sombre type qui s'appelle Odon, où l'ecclésiastique craignait la combativité de son correspondant. Il était là, Odon, ne te bats pas contre les vikings, où tu devras faire pénitence. Ou tu meurs. Aussi. Mais c'est pas grave, il va rejoindre Jésus s'il meurt. Ah oui, c'est vrai. Voilà, s'il meurt, il rejoint Jésus. Bon, par contre, pénitence, c'est pas ouf. Donc, au cours de mes annales, enfin, pas les miennes, hein, celles qu'on peut voir, on va retrouver quantité de témoignages des auteurs qui rapportent l'attaque ou encore la destruction d'une église ou d'un monastère. La notice de l'année 884 des annales de Saint-Baste, donc c'est un monastère du côté d'Arras, il va illustrer un climat de terreur et de destruction. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis du latin dans mon truc. Je ne vais pas lire du latin, je suis désolée. Non, Le public est unanime. Je ne suis pas sûre que vous compreniez à part le mot Nortmanie. Mais non, en tout cas, non, je sais pas, je me suis un peu perdue dans mes notes. Mais donc, encore dans les annales, on va retrouver des mentions de destruction des monastères par les petits vikings. Désolée pour le latin. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, et comme vont le rappeler pas mal d'historiens, il n'existe que très peu d'écrits du point de vue des agresseurs, et aucun texte n'évoque les raids en France ou la portée des expéditions vikings sur ce territoire. C'est pour ça qu'à l'école, on ne parle pas des vikings. Je suis très très triste. En tant que prof d'histoire, on n'étudie pas les vikings en France. Alors, rien à carrer, moi je fais tout un cours là-dessus, mes petits élèves sont très contents, mais quand même c'est extrêmement frustrant. Et du coup, quand on étudie les vikings, en fait, on va étudier que les sources écrites par les victimes des hommes du Nord. Et elles sont très, très, très nombreuses. Elles datent de la période, enfin elles sont contemporaines de notre période, et elles vont nous renseigner sur le destin des établissements monastiques. Et ben oui, hein, il n'y avait pas Netflix, hein, donc mes petits moines, ils écrivaient en latin. Bon, alors, telle année, on a plein de vikings qui sont venus casser notre monastère, c'est très très triste. C'était un peu leur journal intime de l'époque. Et donc, chaque source qu'on va avoir, elle va posséder une chronologie différente. Mais elle permet au lecteur, s'il s'en kikine à mourir, il les entrecroise toutes et va comprendre le climat de peur qui régnait sur les églises et les abbayes entre 820 et 911 en France. En effet,
C'est à partir de 820 que la première apparition des Vikings aurait été enregistrée par les auteurs carolingiens, notamment dans les annales royales. Et l'année 911, elle marque l'année où le traité de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Charles III le Simple permet l'établissement des Normands dans l'ouest de la Neustrie. Et le traité est scellé. Et là, je vous mets très pixelisé, parce que j'ai pas trouvé une image en meilleure qualité. On a Roland tout nu en train de se faire baptiser. Et pareil, Roland avec Charles III le Simple. Ouais, sur Roland, c'est le chef des Vikings. Oui, mais je vais en parler un tout petit peu plus tard. J'ai fait pareil une partie sur la Normandie. Il est intéressant de remarquer que les moines tentèrent de déplacer nombre de reliques pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des Vikings. Et ben oui, ils ne voulaient pas que leur sacré saint, ils ne savaient pas trop ce que les Vikings allaient faire des saints, donc ils ne voulaient pas que ils n'en voulaient pas. Donc certaines, comme celle de Saint Philibert, purent être évacuées à temps, mais pas de cas de toutes. Alors il faut imaginer, pour Saint Philibert, on a des moines qui sont avec leur petit sarcophage, touk touk touk, et qu'on fait à peu près le tour de la France pour éviter que le sarcophage ne tombe entre les mains des Vikings. Ils avaient que ça à faire, les gars. Bah oui. Et oui. Et il n'y avait pas Netflix, hein. Oui, non. Est-ce que c'est les ossements du saint, enfin les reliques, Oui. ou le reliquaire, hein, qui était probablement en matière précieuse, qui attirait les Vikings? Alors, les Vikings, ils voulaient le reliquaire, hein, ils voulaient la thune. Les ossements du saint, ils n'avaient absolument rien à carrer, probablement. Mais les moines, ils protégeaient et le reliquaire, mais d'abord, avant le reliquaire, les ossements du saint qui étaient assez sacrés. Alors, donc, si Saint Philibert a pu être évacué, c'est pas le cas de toutes les reliques. Et donc, parfois, des moines, par exemple, comme ceux de l'abbaye de Juniège, je pense que Juniège, ça vous dit tous quelque chose. Alors, maintenant, c'est en ruine. Mais lorsque les moines de Juniège, ils ont appris l'arrivée des Danois, alors eux, ils ont creusé un trou dans le jardin, ils ont mis les reliques et ils sont enfuis. Voilà. Les translations, elles furent nombreuses. Donc, translation, c'est quand on prend un saint, qu'on va se balader pour éviter qu'il tombe entre les mains des Vikings. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint Cuthbert, qui a fait pareil le tour de l'Angleterre, c'est une translation. Donc la plus archétypale, c'était celle de Saint Philibert, qui est parti, lui, il est parti de Noirmoutier, en Vendée, pour faire étape à Grandlieu, en Loire-Atlantique. Bref, et après il a fait toute une partie de la France. Donc un véritable exode de reliques s'est déroulé durant notre période. Voilà, un véritable exode des reliques. Et lors des invasions vikings, on peut voir 3 cas de figure qui peuvent être observés par rapport aux reliques. Elles ne sont pas bêtes, hein. Elles ont soit détruites ou volées, bah oui, hein, ils voient l'or et l'argent et les pierres précieuses. Elles sont évacuées par les ecclésiastiques ou enterrées, ça rentre dans l'évacuation, ou elles sont cachées afin de les protéger des barbares. Alors là, je vous ai mis derrière le reliquaire de Randweg, donc qui était un reliquaire dans lequel il y avait probablement des reliques, obviously, avec son nom. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dessous, alors j'ai pas de photo du dessous du reliquaire parce qu'il est absolument méconnu, il y a des runes qui ont été gravées dessus. Et donc c'est assez intéressant parce que ça montre en fait la réutilisation des objets. On peut imaginer qu'un type il s'est dit « Oh, ça ferait un joli coffre à bijoux pour ma chérie !» Et on peut imaginer plein de trucs. Et en tout cas, en dessous, des runes ont été gravées. C'est assez intéressant. Pareil, les bijoux, enfin tout ce qui va être les bijoux ecclésiastiques, ils sont parfois refondus et on peut, pareil, les offrir aux hommes ou à sa chérie. Est-ce qu'on sait le contenu, pas les mots, etc., qui ont été donc volés, etc. Et est-ce qu'on sait les saints qui étaient à l'intérieur ou qui n'étaient pas des matériaux précieux, on sait ce qui en a été fait, ils les ont largués sur place, ils les ont Probablement des petits morceaux d'os, ils ont récupéré tout ce qui pouvait être vendable ou précieux. Et c'est toujours des chrétiens, c'est pas leur bail. Et donc, vous l'aurez compris, les Vikings, c'était pas des tendres. Mais, avant d'être des guerriers, c'était d'abord un peuple de voyageurs et de commerçants. En effet, nous savons que les Danois, les Suédois, les Norvégiens étaient des très grands commerçants, notamment spécialisés dans la vente d'esclaves et de matières précieuses, fourrure, ivoire, sel, épices, soie, etc. Alors les esclaves, c'était assez pratique, notamment quand on faisait des raids. On récupérait des moines, on récupérait des nanas, et hop, sur les marchés aux esclaves comme à Edby au Danemark, c'était très très pratique. Ça faisait de la marchandise pas très chère. Puis en général pas très consentante, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que consentement? Exactement, pas nécessaire. Donc on va avoir de nombreuses routes du commerce qui leur permettaient de traiter de l'Est à l'Ouest de l'Europe jusqu'au monde méditerranéen, y compris Byzance. Alors je me suis un peu ratée sur mon PowerPoint, mais je vous ai montré tout à l'heure une carte. Ouais, voilà, donc on peut voir en fait de façon assez synthétique toute leur route de commerce. Donc les négoces de ces marchands, ils se faisaient avec plusieurs peuples qui vénéraient différentes divinités. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils voulaient marchander avec des chrétiens. Par exemple en Francie, et ben, s'ils voulaient commercer avec ces chrétiens, leur commerce devait remplir certaines conditions. Et les Vikings devaient s'adapter à leurs coutumes pour être en mesure de vendre leurs biens. Alors, je retourne sur ma... Je vous refais un petit accéléré. Alors, donc ces marchands païens, s'ils voulaient commercer avec les chrétiens, ils devaient se soumettre à la prigma signatio. Prigma signatio ou prim signam, prim signim en vieux norrois. Donc, Rimbert, ça va être un auteur médiéval, dans la vie de saint Ansgar. Pareil, Ansgar, c'est un petit bonhomme, lui, qui est parti convertir les chrétiens, notamment en Danemark, pour vous situer à l'époque de Louis le Pieux. Et bien donc, Rimbert, lorsqu'il évoque cette coutume, il parle des Vikings et notamment des commerçants. Je cite, « Ceux-là recevaient le signe de la croix pour devenir catéchumènes, pour pouvoir entrer à l'église et assister aux saints offices. » Bon, est-ce que dans les faits, ils allaient à l'église et assister aux offices? J'en doute un peu. Ceux qui recevaient la prigma signatio ne sont pas baptisés, mais donc ils peuvent assister aux offices et accéder aux églises, comme l'explique Rimbert. Donc, oui. Catéchumène, ça veut dire en cours de christianisation. Oui, c'est ça. Ils ont accès à la toute-puissance de Jésus, mais ils n'ont pas encore reconnu tout à fait. Et donc on peut supposer qu'une fois la prigma signatio effectuée, le commerce entre les païens, maintenant catéchumènes et les chrétiens, devenait licite. Et Rimbert, ça c'est intéressant, c'est pas le seul auteur à évoquer cette pratique religieuse. On en retrouve plusieurs évocations dans les diverses sagas scandinaves. Je vous ai parlé tout à l'heure de sagas. Donc on a celle d'Egil, fils de Grimr, le chauve, ou encore la saga de Gisli Sigurdsson. Si on prend la saga d'Egil au chapitre 50, on peut retrouver une explication claire de la prigma signatio. Et je cite, « Le roi demanda à Sorolf et à son frère de recevoir la prigma signatio, car c'était alors une coutume bien établie, tant chez les marchands que chez les gens qui se mettaient à la solde des chrétiens. Ceux qui avaient reçu la prigma signatio pouvaient entretenir toutes leurs relations qu'ils voulaient, aussi bien avec les chrétiens qu'avec les païens. Mais ils conservaient la croyance qui leur convenait. » Et ça, c'est hyper intéressant. Ils conservaient la croyance qui leur convenait. Bon, dans les faits, une christianisation forcée, et c'est un tout petit peu plus tard. Donc, dans la saga, une fois la prigma signatio effectuée, les nouveaux catéchumènes mettent leurs hommes à disposition du roi d'Angleterre. Bon, ok. Ici, le texte de Grimbert et la saga sont bien différents, et on peut constater clairement que la prigma signatio n'a pas la même portée. Dans l'extrait que nous venons de citer, le commerce n'est pas évoqué, et ce rite est la condition pour que les hommes de Porolf puissent œuvrer pour le roi d'Angleterre. La précision, coutume bien établie, est importante. N'oublions pas que la saga, enfin n'oublions pas, je vous le dis en tout cas, la saga a été rédigée au XIIe siècle, donc bien après la conversion des Scandinaves. Comme je disais un peu plus tôt, en fait, pas mal de sources ont été rédigées bien après notre période. Donc quant à la prigma signatio, ce serait une coutume beaucoup plus ancienne, qui serait même apparue dans l'Antiquité, au début de l'expansion chrétienne. Ce rituel, également appelé signation, correspond à marquer le futur catéchumène du signe de la croix sur le front, comme le dit Rimbert. Nous avons Cyril Vogel, un historien français, auteur de l'article « La signation dans l'Église des premiers siècles », nous apprend donc que cette pratique remonte au IIIe siècle. Et il y a des gens qui sont partis faire des recherches sur la prigma signatio. Et si on regarde le dictionnaire de théologie catholique, je vous assure, il y a 150 000 tomes et je l'ai cherché. Si on regarde prigma signatio, c'est lorsqu'un infidèle est admis au catéchuménat, il n'est plus considéré comme un étranger, mais faisant partie de la communauté chrétienne à titre officiel. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ça laisser passer. Oui, c'est ça en fait, c'est ton green card. Voilà, pour pouvoir rentrer sur le territoire. Voilà, c'est ton pass sanitaire. Mais si on retourne en Francie,
Enfin, mais retournons en Francie, par contre, Francie en France, et plaçons-nous du côté des Vikings. Donc, on a un historien anglais, les Anglais ont énormément écrit sur les Vikings, qui s'appelle Simon Coupland, et il écrit que les Francs étaient convaincus que les Vikings avaient été envoyés par Dieu pour les punir de leurs péchés. Et oui, toujours dans la punition, toujours mes chrétiens, toujours. Il tient à cette idée des écrits carolingiens, qui estiment que les barbares scandinaves sont la punition méritée pour les peuples francs. Pour lui, plusieurs éléments sont à noter dans cet extrait. L'échec des Francs de ne pas avoir réussi à vivre selon le commandement de Dieu, les avertissements de l'apôtre concernant leur désobéissance et la conséquence qui est l'invasion des Vikings envoyée par Dieu afin de punir les Francs. Ils sont toujours dans la punition, hein, les chrétiens. Enfin, Coupland, il va illustrer son idée en se rapprochant du texte du synode de Pitre, qui se déroula en 862. Alors les chrétiens, pareil, il n'y avait pas Netflix, donc ils ont fait moult réunions, moult synodes, afin de disserter sur Jésus, sur les textes de la Bible, sur comment interpréter le texte, bref, ils avaient beaucoup de choses à dire. Et pas très funky, mais bon, chacun son trip. Il leur était dit que si les reliques des saints ont été prises par les Vikings, c'est parce que les Francs avaient chassé l'Esprit Saint de leur terre, et que si les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les moines, avaient été forcés de quitter leur monastère, c'est parce qu'ils auraient échoué à faire fuir le démon. Too bad. Qu'il s'agisse ou non d'une punition divine, les Vikings sont bien présents en Europe occidentale, et l'on comprend beaucoup mieux le climat de peur qui prit les royaumes européens à la gorge au spectacle de villes, monastères et églises incendiées. Ah, je me suis ratée. Ah non, c'est bon. Dans la loi franque, la destruction d'églises est un crime particulièrement grave. Si on prend Charlemagne, ça devrait tous vous dire quelque chose. Et bien Charlemagne, pareil, il a fait écrire des capitulaires. Et donc si on prend le capitulariat de Partibus Saxonae, la peine encourue pour ceux qui se rendent coupables de destruction d'église est la mort. Et bien pourtant, les Francs n'étaient pas manifestement en mesure d'appliquer cette peine de mort aux Vikings. Et donc là, l'un des rares moyens de protéger les églises et autres bâtiments monastiques, c'était de payer des rançons des tribus aux attaquants. N'oublions pas que les Vikings venaient s'enrichir en terre franque. Ils avaient donc tout intérêt à promettre d'épargner les églises et monastères en échange d'une rançon bien payée. En 841, lors de l'attaque sur le monastère de Saint-Vendry, je ne sais pas où c'est, mais c'est en France. Merci. Les moines payèrent 6 livres d'argent les Scandinaves afin qu'ils ne détruisent pas le bâtiment. Et pareil, pour Paris, l'attaque de Paris, on leur a payé beaucoup d'or pour pas qu'ils détruisent tout Paris. Pardon, 858. En 858, il fut le cas de l'abbé de Saint-Denis, Louis de Saint-Denis, et de son frère Gozlin, qui furent capturés par les Vikings. Louis était un personnage important, car en plus d'être l'abbé de Saint-Denis, il était le petit-fils de Charlemagne par sa mère. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un historien belge qui s'appelait Albert Danens. Ouais, on va dire Danens. Et cet historien, il va rajouter que Louis exerçait également les fonctions d'archi-chancelier. Bref, il était au top du top. La rançon demandée par les deux hommes fut telle que l'auteur des Annales de Saint-Bertin écrit que plusieurs trésors d'église furent drainés à sec afin de pouvoir payer la somme due. Et oui, en même temps c'était le petit-fils de Charlemagne, donc bon... Il y avait souvent des... Ça arrivait souvent? Ça arrivait assez régulièrement. Alors, pas aussi gros, parce que là c'était le bonhomme qu'il fallait pas capturer. Ouais. Mais ouais, ils avaient trouvé la magouille et c'était vraiment de payer. J'en parle, je continue d'en parler, tu vas voir. Du reste, cela ne fut pas assez, car l'auteur rajoute que le roi, ainsi que d'autres hommes de pouvoir tels des évêques, des abbés ou encore des comtes, durent participer à l'effort financier afin de pouvoir régler la rançon de Louis de Saint-Denis et de Gozlin. Bref, les Vikings étaient bien contents, les chrétiens beaucoup moins. Ce n'est bien sûr, c'est pas le seul cas qu'on peut retrouver dans les annales. On peut penser aux prisonniers, à des prisonniers qui ont été capturés à Saint-Bertin après le raid de 860. Saint-Bertin, pareil, c'est un autre monastère. Il y a beaucoup de monastères à l'époque. En effet, on a le roi Charles qui aurait promis aux Danois 3000 livres d'argent pour qu'il l'aide à vaincre les Vikings qui occupaient une partie de la Seine. Comme le tribut ne fut pas remis aux Danois qui se trouvaient sur la Somme, ils prirent des otages et l'auteur
ajoute qu'ils naviguèrent ensuite jusqu'au pays des Anglo-Saxons, avec leurs thunes et les otages. Ce type particulier de tribu est appelé Danegeld. Et est-ce que je l'ai écrit? Ouais, c'est en haut. Oui, je l'ai écrit, trop bien. Et donc ce type de tribu est appelé Danegeld, et notre historien belge Albert Danens en répertorie une dizaine dans l'histoire de Franck. Ceux qui sont relevés notamment en 845, 853, 860, 861, 862, 66, 77, 84, 89, 97, 923, 24 et 26. Bref, les Vikings avaient compris la magouille et les ecclésiastiques, dès qu'ils en avaient l'occasion, ils préféraient payer plutôt que d'être trucidés, ce qui se tient. Voilà, toutefois, les historiens accordent que ce tribut n'était pas des plus heureux, et Marc Bloch, notre célèbre historien, le qualifie même d'appât toujours renouvelé et partant qui se répète sans fin. Et on va quand même finir par drainer les coffres francs, mais les Vikings, cupides, et pas bête pour dessous, avaient compris l'astuce. Alors, bon, de façon assez triste, on manque de temps pour approfondir le sujet. Donc on va s'intéresser rapidement à la Normandie. Pareil, notre Normandie. Cette dernière portait le nom de Neustrie et de ne vint Normandie qu'en 811. Je vous l'avais dit un tout petit peu... Ah non, 911, oui. Oui, j'ai mis 800 juste à côté, donc je me suis emmêlé les pinceaux. En 911, pardon. Bon, alors, dès 820, il est indéniable que les Vikings attaquèrent la région et finirent par remonter jusqu'à Paris en 845. Au gré des attaques, des Danegeld, plus ou moins importants, sont versés. Les attaques sont plus ou moins régulières, bref, la routine des Vikings. C'est entre 896 et 900 qu'apparaît un Viking nommé Ælfr. Il attaqua d'abord les alentours de Rouen. Bon, ok. Les sources ne racontent pas avec précision comment l'homme rencontra le prince Charles le Simple. Cependant, elles s'accordent pour dire que les Vikings se seraient vus attribuer, par le traité de Saint-Clair sur Epte, une partie de la région. Est-ce que je vous ai mis une carte? Oui. Un peu pixelisée, mais elle mérite d'exister. Donc on a Talon, Caux, Romois, des parties du Vexin et de l'Évresin qui ont été du coup offerts à ce mystérieux Ælfr. Régis Boyer y rapporte qu'il existe une charte de 918 qui confirme le don d'une terre au monastère de Saint-Germain-des-Prés et qui dit que cette terre a été concédée aux hommes du Nord et de la Seine, aux hommes du Nord et la Seine, oui, soit Rollon et ses suivants. Ensuite, elle a été conférée pour la défense du royaume. En effet, Ælfr, devenu Rollon par le baptême, offrit ses services au roi dans le but de défendre le royaume. C'est pour combattre tous ceux qui s'opposent à lui et qui contestent son pouvoir. Bref, Rollon, un peu cupide et puis pas trop bête non plus, il fut engagé pour défendre la Normandie des Vikings. Il a retourné sa veste. Du coup, c'était un Danois, ouais. Donc du coup, il n'y a pas que les Vikings des sculpteurs, non. Lui, ils étaient aussi ouais. En fait, lui, il a vu lapin, il a dit ok, bon, on m'offre une terre, on m'offre de la richesse. Si je défends la terre des invaseurs, des invasions, des envahisseurs, ça peut être pas mal, ça peut être un bon deal. Okay. Lui, il a surtout vu le côté, on suppose qu'il a vu le côté deal, plutôt. L'attaque frontale. Voilà, c'est ça. Tant qu'on connaît nous en imaginant collectif. Exactement. Okay. Et donc pour qu'on recrute un mafieux, on vote d'autres mafieux. Voilà, c'est pas trop bête non plus. C'est bien, Au moins, ils connaissaient leur tactique. Exactement. Donc, pour conclure, si on reprend les mots de Jean Renaud, l'implantation scandinave, cohérente aux abords de la Seine, prit diverses formes, par ailleurs, mais au bout du compte, les Scandinaves s'assimilèrent au monde carolingien. La population franque bénéficia, pour sa part, du savoir-faire qu'ils lui transmirent. Cet échange culturel traduisait une véritable intégration. Donc au bout du compte, les Vikings, ils n'ont pas fait que détruire, ils se sont également intégrés à la culture franque. Et encore aujourd'hui, on a des traces, que ce soit par le nom des villes ou par le vocabulaire qu'on peut encore retrouver au niveau de la navigation. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, tu es professeur d'histoire, mais tu n'avais pas précisé que tu étais auteur également. Qu'est-ce qui t'a
t'a amené à franchir le pas? Et ben alors j'ai toujours aimé écrire depuis que je suis grande comme ça. Et en fait, avant le confinement en 2019, j'ai dû passer un concours d'écriture. Je me suis lancée. J'ai pas gagné le concours, c'est une de mes amies qui a gagné une 3e place. Et de fil en aiguille et de rebondissement en rebondissement, mon premier roman est sorti chez Livresque le 7 juillet dernier. En fait, c'est une romance historique qui se passe en 840 après Jésus-Christ dans la région de Rouen, où on va s'intéresser à une jeune femme dont le destin va être chamboulé par des raids vikings. Depuis quand tu es passionnée par la culture viking? Et ben en fait depuis toute petite, parce que ma grand-mère est danoise et donc j'ai toujours grandi un peu dans cet univers-là. Et depuis quelques années, je me suis intéressée à la reconstitution depuis peut-être 2013. Et donc pareil, de fil en aiguille, mes études sont dirigées vers les vikings. J'ai rédigé 3 mémoires sur le sujet, tout ce qui va toucher au niveau de la conversion et des reliques. Et du coup, pareil, pour mon roman, ça m'a beaucoup servi. J'ai pas eu besoin de faire des recherches à droite à gauche, j'avais tout sous la main. Dans la réalité, ce qu'on voit dans les différentes séries qui traitent des vikings, vrai ou faux hein? Faux. Ne serait-ce que par les costumes qui sont abominables. Mais je prends la série la plus connue, Viking. Ils ont pris des faits réels et après ils les ont Hollywood, je sais pas, bref, à la sauce Hollywood. Et donc par exemple Ragnar, c'est un personnage semi-légendaire, on ne sait pas véritablement s'il a existé ou pas. S'il avait fait tout ce qu'il a fait dans la série Viking, il aurait vécu plus d'une centaine d'années. Sachant que le moyenne d'âge à l'époque c'était 35 ans pour une femme et 40-45 ans pour un homme, et encore, c'est pas foufou. Mais donc non, ils ont véritablement pris des faits réels. Par exemple, pareil, Rollo dans la série, le frère, il a été sacré duc de Normandie en 911. Le règne de Lindisfarne qu'on voit au début de la série, c'est 793. Donc il y a des petites timelines qui marchent pas. Selon toi, qu'est-ce qui explique le succès autour de la culture viking dans le monde? L'homme viril. Les muscles et les poils. Non, blague à part, je pense que toute la mythologie qui est hyper intéressante va aider en fait tout ce mythe du guerrier, du casque-à-corps. Casque-à-corps, c'est pas ouf, mais tout ce qui va être le casque, les guerriers, les batailles, les scènes de bataille, ne serait-ce que pour Hollywood, il y a matière à faire quelque chose, ne serait-ce qu'une bonne scène de bataille épique, ça fait vendre. En plus, on rajoute des poils et des torses nus, alors là, toutes les donzelles qui sont pas forcément fans de ce genre d'émission vont aller regarder. Donc ouais, je pense entre la matière historique qui est déjà très riche, plus la matière mythologique ou même visuelle, je pense que le fil en aiguille, ça peut plaire à un public assez varié. Quels sont tes autres projets Alors, mes futurs projets, j'ai signé il y a 10 jours dans une nouvelle maison d'édition pour une première romance chez les elfes cette fois. Donc on abandonne complètement les vikings et on va passer dans la fantaisie avec des elfes. Ce sera une romance entre une elfe et un humain. Je n'en dis pas plus, elle sortira en 2023. Et 2 autres tomes seront à prévoir, pareil, en 2023. Derrière, je vais m'intéresser aux pirates. Pareil, dès que j'aurai terminé les elfes, on passera chez les pirates. Pareil, une romance historique dans ce cas-là, on parlera d'Anne Bonny. Et après, j'ai moult projets plus ou moins historiques, mais le problème, c'est le temps. Donc, affaire à suivre. Merci Alexia. Merci beaucoup.